Comme chaque semaine, on vous propose notre revue de presse high-tech commentée par les technos. C'est le 63e épisode que nous vous proposons cette semaine. Et donc pour commenter l'actualité de cette semaine, on a de ce côté-ci notre ami Seb, toujours fidèle au poste. Salut Seb. Et puis en studio, nous a rejoint cette semaine Xavier. Salut Xavier. Salut. On va évoquer ensemble l'actu high-tech de la semaine, telle que ces deux gaillards l'ont vu, l'ont compris et vont vous la commenter. C'est l'argument qu'on vous sert à chaque semaine, mais c'est important de le rappeler de temps en temps. On n'invente pas ces actualités, on n'est pas parti au CES, non, on s'est basé sur ce que vous et nous, on a pu découvrir sur Internet et les oui-dire et les commentaires qu'on a fait autour de nous. Et puis, il y a aussi une grosse part d'opinion personnelle dans ce qu'on vous raconte. On commence avec le courrier des lecteurs, peut-être. Seb, je ne sais pas, moi, j'ai un peu perdu le fil depuis quelques temps. Si, je peux quand même signaler que quelqu'un nous a pris un petit peu en relais par rapport justement, Sébastien, à la série que tu nous avais proposée sur le logiciel libre. C'est Blogmotion qui propose à ses lecteurs de nous retrouver. Plutôt sympa de leur part, donc l'adresse c'est blogmotion.fr. Voilà, et donc là ils passent en revue un petit peu tout ce qu'on a fait au niveau logiciel libre, en partageant les vidéos, ce qui est bien sympa. Si vous êtes blogueur vous-même, high-tech ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez également nous prendre en relais, hein, c'est tout à fait disponible, ça vous est complètement ouvert. Quoi d'autre, Seb ? J'ai retrouvé aussi notre ami qui fait des kilomètres en plus. Alors je ne sais plus, il n'est donc pas breton, il est certainement ch'ti, parce qu'il nous a pas dit ce qu'il était. Oh, non, ça, il faut pas exagérer non plus. Je ne sais pas ce qu'il est, voilà. Mais il n'est pas breton, mais il court. D'accord. Alors court. Donc il a couru un petit peu plus longtemps la semaine passée en nous écoutant, puisqu'on était un petit peu long. On a fait 1h15 de podcast la semaine dernière. C'est vrai qu'en d'habitude, on tient dans les 60 minutes, ce qui est largement suffisant en dose hebdomadaire. Hein, cette fois-ci, on va essayer de faire un peu plus court parce qu'il fait froid dehors. C'est ça. On pense donc à ceux d'entre vous qui couraient pour nous écouter, ou en nous écoutant plutôt, pour essayer de ne pas attraper froid. Ce serait l'idéal. Sinon, quoi d'autre ? Rien de spécial. Hein. Sous les tropiques, plein de petits messages à gauche, à droite sous les vidéos. Bonjour, super, etc. Par rapport à Osmo, de mémoire, il me semble avoir aperçu un message qui disait que c'était quand même un petit peu cher pour envoyer cette plateforme de jeu sur iPad dans le milieu scolaire, Seb. C'est vrai qu'on avait fait référence au fait que ça pouvait éventuellement être un jeu éducatif. Enfin, c'est un jeu éducatif qui pourrait trouver sa place dans le milieu scolaire. C'est vrai que comme ça ne fonctionne que sur iPad, ce qui nous a été un petit peu reproché entre les lignes aussi, c'est que c'était un petit peu coûteux, quoi. Voilà, ça risquait d'être un petit peu coûteux. Alors c'est clair, j'ai pas vu le commentaire donc j'y ai pas répondu, mais c'est vrai que c'est extrêmement coûteux si tu prends l'iPad en compte. Même le jeu lui-même n'est déjà pas donné, mais voilà, c'est assez exclusif comme jeu, c'est clair. Et au niveau de l'iPad, faut savoir que c'est essentiellement sur le marché américain qu'on va retrouver ça dans les écoles. Ouais. Et là, ça pose pas de problème pour certaines écoles d'avoir. Parce qu'ils ont déjà les iPads. Oui, c'est ça. Ça leur pose pas de problème aussi de se faire sponsoriser par des marques, etc. Donc, ça ne se fait pas chez nous. Ou alors ça fait appel d'offres, patati patata. On connaît un petit peu la routine. C'est beaucoup plus compliqué sous nos contrées. Xavier, tu voulais rajouter un truc? Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution des jeux et de voir que ces nouvelles technologies peuvent servir à développer de nouveaux moyens d'éducation. Comme on a souvent l'habitude de dire, justement, quand il s'agit d'éducation, on n'a pas encore de vue sur le long terme. Hein. On ne sait pas ce que ça va induire comme modification dans le comportement des jeunes enfants d'aujourd'hui qui seront des adultes plus tard. Donc on va voir. Donc on suppose que des professionnels se sont penchés sur la question et que tout ça est bien étudié, bien pensé, etc. Je vous renvoie, si vous n'aviez pas suivi, à un hors-série, celui de la semaine dernière, consacré à Osmo. Il y a les liens un peu partout sur le site lestechno.be. Bon, on peut entamer notre abécédaire habituel, par la lettre A comme toujours, A comme Apple, évidemment. Seb, Apple qui ne va pas nous aider à migrer vers Android. C'est vrai que c'était une news un petit peu surprenante. Il faut que tu les remettes un petit peu dans son contexte.
Oui, alors ça commence il y a quelques mois où on avait un Apple qui a publié sa première application Android pour laquelle il s'était fait un petit peu enflammer, si on se souvient, et qui consistait à pouvoir migrer toutes les données d'Android vers un iPhone. C'est ça. Ça, c'était fait pour pouvoir abandonner la plateforme Android. Alors, évidemment, comme la plateforme Android est assez ouverte, ça ne posait pas de problème. Par contre, au niveau de la plateforme d'Apple, c'est un petit peu moins possible. Et donc là, on attendait d'Apple un geste pour pouvoir migrer d'iOS vers un téléphone Android. En tout cas, il y a pas mal d'opérateurs qui font du lobbying pour que Apple mette à disposition ce genre d'outils, parce qu'ils disent que c'est pas pratique pour nos clients, ils ne savent pas changer de téléphone, c'est pénible. Et donc le Télégraphe avait lancé un article début de semaine en disant ah ouais, Apple est en train de préparer quelque chose pour pouvoir migrer vers Android. Donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre, tout le web a dit ouais, c'est génial, il va y avoir quelque chose pour quitter iOS. Et donc ça s'est tellement bien répandu qu'Apple a été obligé de communiquer via son porte-parole qui a dit non, aucune chance. Non, ils sont pas très ouverts sur cette question-là. Il faut. No evolution. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est non. C'est non. D'autant que je pense que ça aurait engendré un flux migratoire assez important. Parce qu'on en parle de plus en plus. Faut pas se mentir. Les appareils Apple, enfin les iPhones, sont devenus quand même très très chers. Et plutôt que de passer le pas à la version 6S et consorts, certains ont préféré effectivement bifurquer vers le monde Android. Sans doute un essai, hein. Peut-être qu'ils reviendront à la marque à la pomme plus tard, mais c'est un constat en tout cas. Non, ça l'est. Et puis surtout, je ne sais pas ce que vous avez comme expérience, mais je sais que toi tu es plutôt sur des OnePlus, mais nous au bureau on a commencé à utiliser des Huawei depuis quelques mois, et honnêtement pour des téléphones qui coûtent moins de 200 €, c'est clair. Ils sont excellents. Oui. Ils font tout ce que Monsieur Tout le Monde a besoin. Ils sont moins jolis. Ils sont moins jolis. Écoute, puis une question d'écosystème aussi. Je rigole. Moins joli. On en a encore reçu un cette semaine. Quand tu le sors de la boîte, t'as l'impression d'avoir un iPhone. Ouais. Le look est un peu copié, enfin voilà. Oui, il y a de ça aussi, il faut être honnête. Après, chacun, c'est une question de sensibilité, mais je pense que c'est pas nécessairement ça qui va conditionner le choix vers un appareil, en tout cas aujourd'hui. C'est le prix, les qualités intrinsèques du système d'exploitation, les applications, si elles sont disponibles, la plupart le sont, et puis après, bon, il y a le look, l'aspect, etc., qui va rentrer sans doute en ligne de compte. Donc voilà, mais en tout cas, on va pas vous faciliter les choses, en tout cas pas du côté de chez Apple. Ça, c'est déjà une chose qui est certaine. On reste à la lettre A, mais on quitte déjà le monde Apple pour entrer dans celui de l'antivirus. Pas n'importe quel antivirus qui a lâché une petite faille. Une énorme faille. Donc c'est un chercheur en sécurité de Google qui s'appelle Tavis Ormandy qui a tiré la sonnette d'alarme en prévenant Trend Micro qu'ils ont une faille majeure qui touchait absolument tout le logiciel, et principalement ça a été découvert via le Password Manager. Donc qu'est-ce que c'est le Password Manager? C'est un gestionnaire de mots de passe. Il y a des applications très bien qui permettent de stocker des mots de passe, et donc on ne doit retenir qu'un mot de passe maître. C'est un trousseau quoi. Voilà. Ouais. Mais ces applications, pour faciliter la vie de l'utilisateur, peuvent encoder automatiquement le mot de passe, etc. Et donc ça fonctionne avec une API, et la faille a été découverte parce que simplement en allant faire une requête sur une API, on pouvait obtenir l'entièreté des mots de passe, et beaucoup plus puisqu'on pouvait prendre le contrôle des machines. Et donc le chercheur, donc Tavis Ormandy, a également prévenu qu'il y avait des failles dans un très grand nombre d'API développés par Trend Micro, donc c'était vraiment un point majeur, surtout quand on sait que les antivirus ont des accès privilégiés sur les ordinateurs, puisque souvent ils tournent en mode administrateur, et donc ça permettait vraiment de prendre un contrôle complet de l'ordinateur. Alors moi j'utilise un autre logiciel, il y en a beaucoup, il y a LastPass par exemple, ou moi j'utilise KeePass, qui ont l'avantage d'être des logiciels qui sont vraiment séparés, qui n'ont pas besoin de droits très, très importants, et qui peuvent être synchronisés sur tous vos appareils. Donc moi je me suis souvent dit,
un antivirus, c'est la première chose que les pirates vont essayer de hacker. Donc ne peut-être pas stocker ses mots de passe dans un logiciel comme ça. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'utilise Dash quelque chose, je ne sais plus le nom, qui fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Mais c'est clair que ce genre d'information est plutôt flippant parce que c'est pratique, clairement, mais en même temps, on met un petit peu tous les œufs dans le même panier. Quoi. Pour un logiciel antivirus, c'est quand même un logiciel de sécurité, c'est vraiment... Ouais. Effectivement, je ne sais pas si Seb avait un commentaire à fournir là-dessus. Je ne stocke pas de mes mots de passe, je connais tout par cœur. Et voilà. Non, voilà. Non, mais ce qu'on pourrait dire par contre, parce que c'est pas impossible parce que, on conseille quand même, rappelons les bases, quelque part, c'est de ne pas utiliser le même mot de passe pour tout déjà. Ça c'est déjà le premier point. Peut-être trouver un système mnémotechnique qui permette de systématiquement changer de mot de passe en fonction de l'application que vous utilisez et quelque chose d'autre en plus qui lui ne bouge pas. Par exemple une suite de chiffres constante, mais une suite de caractères qui dépendent de l'application ou du site sur lequel on se connecte, par exemple. Des choses comme ça, des choses qu'on va pouvoir, si on ne s'en souvient plus, en tout cas retrouver assez facilement, sans trop de difficultés. En tout cas, ne notez pas votre mot de passe sur un post-it à l'écran, n'appelez non. pas prendre le nom de votre fille. Ou... Non, ne vous les envoyez pas par mail. si, enfin, ça dépend. Bref, soyez prudents, mais c'est très bête d'envoyer par exemple le mot de passe dans un service à IT, d'envoyer le mot de passe de la boîte mail par mail à la personne qui ne le trouvera évidemment jamais. Soit, passons à la lettre B, si vous le permettez. B comme business. Et ça, c'est le job de Seb. Seb. On parle du distributeur Pixmania qui a été racheté, revendu, etc. En France, en Belgique, on connaît assez bien ce revendeur. Il y a eu d'ailleurs un comptoir Pixmania à Bruxelles à une époque. Voilà, ça se passe pas super bien pour l'instant, hein, Seb. Non, et alors moi je voulais juste remettre sur le devant de la scène parce qu'il s'est pas passé quelque chose absolument cette semaine sur Pixmania, mais c'était une analyse du gars de chez Mini Machine, et c'est comme il y a quand même pas mal d'articles qu'on cite de temps en temps chez lui. Je vous suggère d'aller lire la tartine parce qu'il a vraiment pendu une tartine sur l'affaire Pixmania, à savoir la manière dont ça a été revendu à Mutares pour rien du tout. Parce que voilà, au moment où ça a été vendu, Pixmania était en train de manger beaucoup d'argent et ça allait aller vers un licenciement. Et que comme ça n'avait pas envie de licencier, voilà, ils ont vendu à une autre société qui et c'est intéressant, et justement il revient dessus sur le blog, a dépensé plus sur 24 mois que ce que les autres faisaient avant. Donc ils disent, voilà, ils sont en train d'essayer de la remettre à flot, et pourtant voilà, ça n'a pas marché. Alors Pixmania a demandé à publier d'ailleurs, parce qu'ils ont lu attentivement, ils ont demandé et à publier un truc. Il y a franchement pas mal de trucs à lire. Mais il y a quelque chose de bizarre sur la manière dont Pixmania est en train de mourir de son côté, et je comprends la raison pour laquelle certains Français se posent plein de questions, quoi. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'emplois et ça restait un fleuron pour le pays. Oui, parce que plein de gens se posent la question de savoir aussi si on peut encore acheter, parce que le site existe toujours. Il y a des produits, ils sont pas très à jour. Ils sont un petit peu dépassés quelque part. Il y a des prix, il y a des soldes, il y a des choses comme ça, et donc on pourrait se poser la question, alors là on parle de Pixmania, mais ça pourrait être un autre, soyons clairs, de savoir si ces gens vont nous livrer, quoi, tout simplement, nous en tant que clients. Ça pose un tas de questions en tout cas. Oui, mais on n'en est pas là, la boîte continue à fonctionner, ils disent qu'ils sont toujours 140 à fonctionner. Il y avait plus de 1000 personnes avant, donc c'est vrai que ça a quand même pas mal diminué pour arriver à quelque chose de stable. Je leur souhaite qu'ils continuent à fonctionner, mais ils ont fermé toutes les boutiques physiques et maintenant il reste que le site, entre guillemets. Et on a déjà critiqué les derniers choix qu'ils ont fait, qui étaient de faire une place de marché, etc. Honnêtement, tout ça c'est des trucs que moi personnellement j'y crois pas, ou ils sont beaucoup trop tard pour le faire. Il y en a plein d'autres qui se sont imposés. Donc je doute de leur choix, mais ça c'est un... Ça on verra sur le long terme, évidemment. On vous renvoie donc à ce site dont tu nous parlais, minimachine au pluriel.fr,
.net avec effectivement un vrai dossier quoi, concernant ce Pixmania qui n'a plus d'argent, qui en a dépensé beaucoup, comme tu le disais, 68 millions je pense en 2 ans. C'est ce qui est assez énorme. C'est un article très fouillé avec plein de références et des tweets également de gens qui ont publié des photos, des stocks par exemple. Donc voilà. Et tu vois que le mec il investigue. Hein, ouais. C'était une belle investigation. Voilà. C'est un petit coup de cœur de la semaine en même temps sur un site. On ne les cite pas toujours les sites dont on parle. Là c'était l'occasion effectivement. On reste chez toi pour parler toujours business et de PayPal qui s'intéresse tout d'un coup comme ça au Bitcoin. Oui, alors le Bitcoin, c'est un peu le running gag entre nous. Alors le Bitcoin. C'est le truc qu'on a sorti, je sais pas quoi, en 2011, 2012. On a essayé de l'expliquer. On l'a expliqué, mais c'est pas toujours facile à comprendre. C'est pas l'explication n'est pas mauvaise, c'est la compréhension qui pose problème. À l'époque, c'était un peu de la science-fiction, quoi. Une crypto-monnaie, les gens, mais qu'est-ce qu'ils viennent raconter, ces gens-là, dans un podcast? L'argent que tu fabriques toi-même sur ton ordinateur en plus. C'était complètement surréaliste et à l'époque franchement on aurait dû s'écouter et acheter des bitcoins parce que franchement on aurait gagné beaucoup d'argent. Ça c'est clair, oui. Il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent. Ah oui, non, ça c'est clair. Là qui en ont perdu beaucoup aussi. Quelques euros le bitcoin à l'époque. Oui. On aurait eu beaucoup d'argent. Bref, on n'en a pas acheté, c'est dommage. Donc le Bitcoin, crypto-monnaie qui se partage, qui se fabrique, à volume fixe. On ne sait toujours pas qui a créé cette fantaisie, mais qui est de plus en plus effectivement prise au sérieux par le milieu bancaire, financier, économique et autres. Il y a même des distributeurs de Bitcoin dans certaines villes. Je pense que c'est au Canada où ils avaient mis en place ça. C'était plus un effet d'annonce qu'autre chose à mon avis. Et ici donc tu disais c'est PayPal qui s'y intéresse. Alors oui, ici c'est PayPal. Visa a parlé de crypto-monnaie il y a pas tellement longtemps, et ici maintenant c'est PayPal qui a engagé Cazares, Wences Cazares, je suis désolé s'il nous écoute, si on explose son nom, et donc c'est un gars qui est pas une qui, il a créé Xapo. Alors Xapo on ne connaît pas forcément, mais c'est une start-up qui était dans le paiement en Bitcoin. Il a quand même déjà 40 millions de dollars de fonds pour bosser là-dessus, c'est pas mal. Mais avant ça il a créé une autre société qui était Lemon, un truc de porte-monnaie digitale qui faisait 42 millions, qu'il a vendu à 42 millions de dollars. Et puis avant ça, il a fait un truc qu'il a vendu 750 millions de dollars, etc., etc. Et puis il a encore une autre société de jeux vidéo. Donc tu vois, le mec qui a 41 ans, il a quand même déjà vendu pas mal de boîtes. Voilà. Il en a quoi. Oui. Et il est plutôt spécialisé dans sa dernière maintenant sur tout ce qui est effectivement Bitcoin et il a un gros background de tout ce qui est paiement et PayPal a décidé de le rajouter dans son board. Donc monsieur maintenant a une grande voix à faire valoir au sein de PayPal pour faire éventuellement évoluer PayPal vers le monde de la crypto-monnaie. Ça donne de la crédibilité en plus à Bitcoin, s'il en fallait encore. Donc si vous en avez, vous allez pouvoir vous en servir peut-être un petit peu plus facilement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. J'ai quand même l'impression qu'on en trouve de plus en plus. Moi aussi. Paiement en ligne. J'en entends de plus en plus parler, et j'ai l'impression qu'on nous présente ça comme si c'était une évidence. C'est ça qui moi me choque un petit peu. Parce qu'on est passé, comme tu le disais là tantôt, de 2010, quelque chose comme ça, au truc super pointu, de la science-fiction, limite de l'arnaque, un truc très particulier. Tiens, t'as combien de bitcoins? J'en ai autant. Tiens, je paierais bien ma bouffe avec des bitcoins. Enfin, c'est très particulier. Voilà. Si ça vous intéresse, le bitcoin, alors je sais plus, je pense que c'était Envoyé Spécial qui avait fait un reportage à l'époque avec des usines de petites machines, et c'était en Chine où tu voyais vraiment juste des milliers de machines qui étaient liées l'une aux autres pour fabriquer des bitcoins. Pour fabriquer des bitcoins, quoi, pour faire du mining. Dans le genre fabrique de bitcoins, Xavier, c'est toi qui m'en avais parlé. Je pense qu'il faut se méfier de certaines. Si vous installez sur vos machines des programmes qui sont hackés, par exemple, genre
imaginons Photoshop, il n'est pas impossible que derrière, vous regardez le processeur fonctionner et qu'en fait, vous installiez un moulineur de Bitcoin. Très clairement, c'est une nouvelle forme de virus, on va dire. Donc dans tous les logiciels qu'on peut télécharger maintenant, mais il y en a beaucoup qui vont pas nuire spécialement à votre ordinateur, mais qui vont utiliser les ressources de votre ordinateur pour miner, donc pour récolter des bitcoins et les envoyer aux concepteurs. Et comme c'est de toute façon le bitcoin est entre guillemets intraçable, mais voilà, c'est votre ordinateur sert à récolter des bitcoins pour la personne qui a mis le logiciel craqué à disposition. Je trouve ça pas mal au final. Ça ou de la publicité finalement. Mais donc voilà, on peut se retrouver avec des machines qui consomment énormément alors que ce serait pas normal. Vous entendez pas mon ventilateur? Mais c'est justement, j'allais le dire, régulièrement on entend le ventilateur de c'est parce que j'ai fait un petit soft pour ça il y a pas longtemps. Voilà. Et peut-être que chaque fois qu'il se connecte et qu'il enregistre un podcast, il se fabrique des bitcoins et c'est le plus riche d'entre nous du coup. On reste toujours chez toi pour parler de Lenovo qui arrête la marque Motorola. On se rappelle qu'ils avaient fait l'acquisition de Motorola, racheté à Google, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Que Google avait acheté quelques années avant pour je ne sais plus combien de milliards, mais c'était bien cher. Et à la base, ils s'en foutaient, ils voulaient juste les brevets. Oui, c'est ça. C'était pour il y a longtemps. Et donc ici effectivement Lenovo a plutôt annoncé que Motorola il était presque mort et enterré. Alors ça a été suivi de cris, de pleurs, de beaucoup de réactions dans la presse, ce qui fait que Lenovo est ressorti un petit peu en disant non mais vous inquiétez pas, Motorola c'est mort, par contre il reste toujours Moto. Ok. Et le M dans le dos, on va laisser le M dans le dos, mais c'est surtout en Europe parce qu'effectivement Motorola a joui d'une bonne réputation en Europe. Par contre, dans le reste du monde, il n'est pas improbable que Motorola, la marque en tant que telle, disparaisse. Donc voilà, c'est fini, ce sera du Lenovo. Quand on se rappelle de l'importance de cette marque, au début des GSM, t'avais un Motorola, t'avais un vrai GSM, quoi, le fameux GSM à clapet. C'était l'iPhone de l'époque. C'était un peu l'iPhone de l'époque, c'est pas faux. T'appartenais à un club, quelque part. Ça coûtait un pont. Et c'était même avant BlackBerry. Tiens, quelle transition. Puisque je vais repasser la parole à Xavier pour parler de BlackBerry. Alors, on va pas revenir sur la production de téléphones plus ou moins juste, plus ou moins bien vendus, bien fabriqués ou autres. Voilà. Par contre, on revient au core business de BlackBerry qui est le cryptage d'informations. Tout à fait. On se rappelle de l'appareil d'Obama. Il avait reçu l'autorisation de la NSA de continuer à utiliser son BlackBerry parce qu'il était suffisamment sécure. Voilà, donc c'est vraiment donc une des raisons pour laquelle le BlackBerry a encore une part de marché, c'est parce que beaucoup d'entreprises ou de gouvernements ou de personnes qui ont des informations sensibles comptent sur la sécurité de BlackBerry qui utilise le PGP pour encrypter les emails. Donc le PGP, c'est un système avec des clés d'encryption où un utilisateur va donner une clé publique à disposition, avec laquelle il va encrypter ses mails, et seules les personnes qui auront reçu une clé privée vont pouvoir décrypter les messages. Alors c'est une des raisons pour laquelle les BlackBerry sont encore fort utilisés, c'est que cette encryption est assez poussée. Maintenant, il y a des hackers, entre guillemets, puisque c'est la police néerlandaise qui a fait appel au service de Netherlands Forensic Institute, donc NFI, qui les a aidés dans le cadre d'une enquête à décrypter des emails. Donc ils ont réussi à décrypter 3/4 des emails contenus dans un téléphone et même des emails qui avaient été supprimés. Donc c'est quand même une étape importante puisqu'il y a vraiment encore beaucoup de personnes qui comptent sur cette sécurité. Donc maintenant ils ont réussi, ils n'ont pas expliqué vraiment comment, mais ils ont réussi à lire des emails encryptés sur le BlackBerry. Donc c'est quand même quelque chose qui va jouer fortement en la défaveur de BlackBerry qui a déjà des parts de marché très très faibles. Effectivement, ça c'est une mauvaise nouvelle. En même temps, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait déjà dit à une époque, Sébastien, c'est qu'aucun système n'est inviolable. Bien sûr, non, aucun.
quoi que tu fasses, à un moment ou un autre, tu seras dépassé ou il y a une faille que tu ne pourras pas avoir trouvée, corrigée à temps. Donc non, aucun système est inviolable. Et de mon point de vue, tout informaticien qui te dit que son système est absolument inviolable est un fou. C'est juste impossible. Ouais. Si tu y mets les moyens, c'est juste une question de moyens et de temps, mais tu trouveras toujours une possibilité de rentrer dans un système. Il faut des fois aussi des moyens, comme tu dis. C'est une question de moyens. C'est une question de moyens techniques aussi, hein, d'avoir suffisamment de puissance de calcul, et des choses comme ça en fait. C'est de ça dont on parle. En informatique, tout est toujours possible, c'est toujours la même chose, c'est une question de moyens, d'argent et de temps. Oui. Ben voilà, donc ceux-ci ont trouvé le temps, manifestement. Et ça s'est passé pas loin de chez nous, hein. C'est les Pays-Bas, donc c'est à notre porte, quoi. Oui, tu voulais rajouter un truc, Seb? Non, c'est plutôt à notre fenêtre, mais ils sont de l'autre côté. Il bête. Donc ça c'est pour cette histoire de BlackBerry. C'est bien dommage, effectivement. On passe à la lettre G. J'adore cette chute quand ça tombe à plat, mais alors G comme T'as perdu les auditeurs là. Google. Vilaine transition. G comme Google, Seb, Google, les Google Cars qui peuvent se planter. Alors on avait déjà eu des échos de plantage, mais c'est encore d'autres plantages dont on parle. Bien sûr. Des nouveaux plantages. Un nouveau plantage, voilà. Et c'est un rapport qui a été envoyé par Google au California Department of Motor Vehicles, enfin en gros la DIV, si on parle au belge, ou je sais pas comment on dit en France, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle en France. Il doit bien y avoir un équivalent de la DIV. Hein, qui s'occupe de l'émission des plaques d'immatriculation, les mines, enfin je sais plus. Enfin, oui, les mines peut-être. Et donc Google a renvoyé son rapport sur les incidents qui sont intervenus avec les Google Cars. Et alors c'est quand même impressionnant sur le nombre de kilomètres qu'ils ont fait. Ils ont fait 1,3 million de miles. Voilà, c'est les kilomètres qu'ils ont fait, hein. 1,3 million de miles. Tu vois, ça fait quoi, ça, 1,8 hein, non? Je ne sais pas. C'était ça, hein. Toi aussi, piège ton voisin avec des miles. Où est Marc? Il suffit de demander à Google, en fait. Oui, en fait, c'est vrai. Ok, bref. Google. Ça ne marche pas. Et donc, sur ces 1,3 million de miles, on va quand même le faire, ils ont eu 13 possibilités d'accidents. Donc, ils n'ont pas eu des accidents, mais ils ont eu 13 possibilités d'accidents qui ont été évitées par la reprise du contrôle du véhicule par la personne qui était à bord. D'accord. Et donc, si le gars n'avait pas appuyé sur le bouton « Au secours, ça va péter » et repris le volant, la bagnole, elle s'éclatait. Et dans ces 13 cas, ça fait quand même donc un cas tous les 100 000 miles. Mm-hmm. Hein, eh bien, dans ces 13 cas, il y en a 11, je pense, si je me rappelle bien, qui étaient vraiment à 100% de la faute de la bagnole qui allait se prendre un mur. D'accord. Et sinon, bon voilà, c'est à cause de l'environnement, à cause de Ceci étant dit, toute proportion gardée, je pense que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que je pense que si on appelle un moniteur d'automobile, il nous dira que ça lui arrive bien plus souvent tous les jours au kilomètre parcouru. Je pense que il le vivra certainement beaucoup plus. Enfin, ça dépend de ses élèves évidemment, mais devoir reprendre la main sur la conduite quand on a un conducteur novice à côté de soi, ça doit quand même beaucoup plus fréquent que dans ce cas-ci. Ouais. Mais 100 000 miles, ça fait 160 000 km, hein, j'ai demandé à Google. Ouais. C'est quand même pas mal. Hein. 160 000 km, je pense que grosso modo, c'est un petit peu dans les statistiques de ce que tu devrais avoir si tu es un excellent conducteur. Classique, ce que tu devrais avoir comme accident aussi. Moi, je veux dire que c'est pas mal, mais ça ne me rassure pas forcément non plus, parce que ça veut dire que si à un certain moment je suis en train de travailler dans une bagnole autonome ou en train de me reposer, je peux quand même me prendre un mur, quoi. Moi, j'irais même plus loin que toi en disant que puisqu'on fait appel, on crée quelque chose de nouveau, on devrait être totalement intolérant au fait que l'accident soit possible. C'est une machine, elle est fabriquée par l'homme, elle doit servir l'homme, et donc je peux concevoir qu'un humain soit faillible, mais par contre que la machine le soit, là je serais beaucoup plus carré, beaucoup plus... Enfin, moi ça m'embête beaucoup plus, je veux dire. Il y a vraiment toute une question de fond qui devrait être débattue publiquement, parce que
quid de la responsabilité? Si c'est dans ces 10 cas, il a écrasé un gosse et que c'était le tien. Oui. Bon, alors tu vas te retourner contre qui? Oui. Le mec qui était en train de lire son journal dans sa bagnole et qui aurait dû désengager le pilote automatique et reprendre la bagnole? Le constructeur? Ça mène ça devient très compliqué, quoi. Un tas de nouvelles questions sur lesquelles il va falloir qu'à un moment donné des sages, beaucoup plus sages que nous sans doute, se penchent et trouvent des solutions. C'est pas évident du tout, mais il faut commencer à y réfléchir sérieusement, hein, parce que là ça va vite quand même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des marques qui obligent que les mains restent sur le volant, même si la voiture est sur les systèmes dont on a déjà parlé ici, ça perd un peu de son intérêt, mais en même temps c'est un petit peu le principe de la pédale de l'homme mort dans les trains, quoi. Je veux dire, ça devient de l'assistance, mais quand on parle d'assistance, ça veut bien dire que on doit toujours avoir quelqu'un aux commandes, quoi. Ouais. Donc il y a débat, clairement, et donc on suit ça de près parce qu'on aime bien aussi ce genre de choses. H, on était à la lettre H comme hardware. Tiens, on va passer le A dans la liste. Il était dans Apple. Ah, il est resté dans Apple, ok. H comme hardware, on parle de Samsung qui va produire les processeurs Snapdragon 820. Qu'ont-ils de particulier et quelle est de cette news? Oui, et pourquoi pourquoi c'est à qui? C'est Snapdragon. Et Snapdragon, c'est les processeurs de Qualcomm. Ouais. Qualcomm, qui est Samsung, c'est pas forcément les meilleurs amis du monde, hein, voilà, ça l'est de temps en temps, mais c'est un peu les frères ennemis, on va dire. Ouais, dans ce monde, ce n'est pas rare que les ennemis... Tout le monde est un peu ennemi. Ouais. Et il se fait que dans les dernières rumeurs, ces dernières semaines, on a appris que il est probable que le prochain processeur du téléphone Galaxy S7, prévu pour les prochaines semaines, hein, parce qu'à mon avis, il sera donc ici fin février au Barcelona World Congress, eh bien, il serait possible que ce ne soit plus un processeur Samsung qui soit utilisé, mais un processeur de chez Qualcomm. Alors là, ça a fait grand bruit, on se dit, oh, un processeur Qualcomm, alors que c'est un grand fondeur Samsung, il abandonne son processeur, scandale, oh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, retournement de situation, effectivement, il y a une probabilité qui est de plus en plus importante que ce soit bien un processeur Qualcomm, mais en échange, Samsung va produire les processeurs Qualcomm Snapdragon 820. Et la boucle est bouclée. Et voilà. Et voilà, du coup, effectivement. C'est toujours la même chose, hein. Enfin, l'histoire se répète, je veux dire, c'est pas la première fois que des frères ennemis se marient parce que ça les arrange ou parce qu'il y a... Apple, Samsung... Voilà, par exemple. Hein, je pense que Samsung donne toujours un peu d'argent à Microsoft ou à Apple, je ne sais pas, sur chaque appareil vendu parce que brevet derrière, etc. etc. Donc tout ça n'est pas étonnant du tout et ça dépasse même largement le cadre simplement de la fabrication, par exemple d'écrans que l'on va retrouver tous fabriqués quasiment au même endroit pour des boîtes qui sont supposément être entre guillemets ennemies ou en tout cas concurrentes sur leur marché. Rien d'étonnant à cela donc quelque part. Seb, Voyo, on a déjà parlé de Voyo, c'était l'objet d'un hors-série il y a quelques temps maintenant, hein, ça remonte c'était les débuts des hors-séries, je serais même tenté de dire, chez les technos. Voyo annonce son Voyo V3, rappelons ce que c'est Voyo, hein, rapidement. Justement, c'était pour faire un petit pied de nez à notre très vieille hors-série que je ressors cette news parce que sinon c'est un boîtier qui est pas non plus exceptionnel qui vient de sortir. C'est le Voyo V3. Alors le Voyo, c'était quoi le principe? C'est un boîtier qui a la taille et le format plus ou moins d'un CD. Si vous ne savez plus ce que c'est un CD, vous n'écoutez que le MP3, allez dans une grande surface. Rayon musique. Donc un boîtier de CD, voilà. C'est un boîtier de CD. Et donc, voilà, c'était le premier, un des premiers du genre à avoir proposé un truc qui tournait sur un Windows où tu avais tout dans ce boîtier et tu branchais juste sur un HDMI. Il y avait même de la batterie et c'était parti. Tu pouvais avoir ton PC portable. Pour une centaine d'euros, hein, soyons clairs. Pour 3 fois rien. Et donc, le problème de l'époque, c'est que ces machines avaient une petite tendance à surchauffer et que quand elles surchauffaient, donc après 1 heure ou 2, ta machine était plutôt plantée. Je pense que c'était moins qu'1 heure ou 2. Hein. C'était beaucoup plus rapide que ça. Après une vingtaine de minutes de fonctionnement, la machine tirait déjà la langue. Hein. C'est parce que tu avais installé un logiciel qui minait des bitcoins. Ça doit être ça. En fait, toutes ces machines fabriquent des bitcoins.
C'est pas impossible. C'est des trucs chinois. Hein. Oui, pour payer la licence Windows. Le truc est pas cher, il y a une raison. Hein. Oui, c'est sûr. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, c'est ça. Et donc cette version, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Processeur plus puissant, j'imagine. Processeur plus puissant, plus d'espace, plus de mémoire, plus tout ce que tu veux. Donc là, je vais pas faire la liste des trucs parce que ça n'a pas peu d'intérêt. Ce qui est surtout intéressant sur cette mise à jour, c'est qu'ici, ils ont surtout amélioré la dissipation la température pour le truc. Donc voilà, et ici, ça devrait être un petit peu mieux. Et ça devrait donc plus poser ce genre de problème. J'étais tombé justement par rapport au précédent modèle dont on avait parlé sur quelqu'un, je pense que c'était une vidéo YouTube ou une vidéo en tout cas, je sais pas où elle était exactement, mais bref, qui avait explosé le boîtier et simplement mis un tout petit refroidisseur, genre de refroidisseur qu'on mettait avant sur les cartes graphiques, vous voyez, un dissipateur, un petit dissipateur de rien du tout, simplement posé avec un peu de pâte thermique sur le processeur et on voyait la courbe remonter, reprenait tout d'un coup vie et ça reste un bon appareil, mais ils ont voulu peut-être trop bien faire et donc faire trop petit, etc. Et donc cet appareil après 20 minutes même pas, il étouffait complètement et il tombait à 20% même pas de ses possibilités. La chaleur est l'ennemi de l'informatique, rappelons-le. Seagate, Seb, commence à vendre des disques maintenant de 10 téraoctets. Alors, je tiens à préciser que nous enregistrons ce podcast le 16 janvier 2016. Je dis ça parce que on avait parlé d'un disque dur de 5 téraoctets il y a quelques années et quelqu'un a commenté en dessous sur YouTube en disant « Bah non, il y a de beaucoup mieux maintenant. » Bah oui, excusez-nous, c'est une vieille vidéo, je veux dire. Donc, je préfère dater cette news. On est à 10 téraoctets, nous sommes le 14 janvier 2016. C'est marqué en dessous de toi. C'est marqué là, voilà. C'est ça l'info, Seb. Voilà, c'est ça l'info. C'est un disque dur de 3 pouces et demi. Donc c'est les bons vieux gros disques à plateau qui tournent. Hein, c'est pas un SSD. Donc oui, ça existe encore, les gros disques qui tournent avec des têtes de lecture et tout. Et justement, il y a beaucoup de têtes. Il y avait 14 têtes. Je ne sais plus combien de plateaux, mais ça tourne à une vitesse incroyable. Ça fait 10 Tera. 10 Tera, c'est pas mal. C'est surtout pour de l'entreprise. Oui, hein. j'imagine. Voilà, pour le moment. Parce que le prix, je ne l'ai pas trouvé, mais ça doit pas être gratos. Ce qui est surtout très intéressant sur la news, c'est que c'est le premier qui sort de la part de Seagate avec de l'hélium. Donc c'est plus lié, c'est de l'hélium à l'intérieur pour permettre de réduire la friction, la résistance et donc réussir à aller jusqu'à ces 10 Tera sur l'espace possible. Et d'améliorer aussi la mobilité de la tête de lecture, si je me rappelle bien. Enfin, c'est ça, 25% de l'augmentation. Ils ont d'ailleurs sorti un NAS à WeBay qui permet d'avoir 80 Tera, donc, mais... Un NAS à WeBay. Si quelqu'un qui n'est pas technophile nous écoute, il se demande quelle langue tu parles. Un NAS, donc un serveur de fichiers qui permet de stocker 8 disques durs et qui offre donc une capacité totale de 80 Tera. D'accord. Ce qui est vraiment énorme. C'est pas le titre d'une chanson d'Indochine. Si tu veux, il y a un Synology avec WeBay qui ronronne, tu l'entends parfois aussi. Ah oui, aussi. Donc, et c'est des 5 Tera, donc j'ai été gentil. D'accord, ok. Vous êtes des gangs petits, hein. Je suis tombé sur... je fais une toute petite parenthèse sur une chaîne vidéo. Si je retrouve le lien sur une chaîne YouTube, si je retrouve le lien, je le mettrai en commentaire de cet article. Des gens qui ont des data centers à domicile et qui transforment des armoires complètes ils virent leurs fringues, ils foutent des racks 19 pouces à l'intérieur avec des conditionnements d'air à côté. Enfin, c'est des histoires de fous. Donc voilà, avec vos NAS à WeBay, excusez-moi, petit. Bon, allez, on passe à la suite. M comme Microsoft, si vous voulez bien. Seb, Microsoft, qui met fin à l'Internet Explorer 8, à l'Internet Explorer 9, à l'Internet Explorer 10, à l'Internet Explorer... Pas encore l'Internet Explorer 11, pas encore, mais presque, hein, Seb. Tellement, ça fait du bien quand même, non? Ça va faire de la place. Oui, c'est ça. On sauve le web. Voilà. Merci Microsoft. Ce 12 janvier 2016, Microsoft a décidé de fermer le support définitif, irrévocable
Ah, Internet Explorer 8.9.10. Et donc, et voilà, j'en frise. Et du coup tu frises. Oui, c'est ça. Mais reste quand même Internet Explorer 11. Oui, reste 11 et reste encore quand même le 9. Éventuellement situé sur Windows Vista, mais bon là tu fais quand même un petit peu la moue. Là tu cumules un peu, hein, tu cumules les ennuis là. Voilà. Là c'est pas possible, tu dois rester sur le truc. Mais il faut absolument abandonner le 8 de toute façon. Pour le 8 ils en touchent plus une, c'est fini. Ils ont tué le dernier mec, il est parti, il a quitté la boîte. Il faut savoir aussi que l'Internet Explorer n'existe plus sur Windows 10, hein, c'est Edge. C'est tout fini. Tout ça c'est fini. On peut encore utiliser Internet Explorer si je ne me trompe pas. C'est juste qu'il y a une nouvelle, il y a un nouveau. On peut, mais on n'est pas obligé. Voilà. Il y a une nouvelle un nouvel explorateur qui s'appelle Edge. Hein, Edge. Voilà. Donc c'est bientôt fini d'Internet Explorer. et puis tous les autres Windows c'est bientôt fini aussi. Donc avant sinon on l'appelait Mosaïque. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est fini, il ne supporte plus Mosaïque non plus. Donc c'est terminé, oui, c'est ça. Oh là là, il y a quelques déçus qui viennent de nous quitter. Enfin voilà, on a l'air de se moquer comme ça, et effectivement, on se moque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la réalité. C'est une bonne nouvelle. C'est finalement une assez bonne nouvelle. Moi, on va pouvoir virer tous les petits scripts qu'on avait sur certains sites où on lançait des pop-up en disant sauver le web, changer de navigateur. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres alternatives aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, hein, qui sont bien plus performantes et qui offrent bien plus de satisfaction. Il y a peut-être encore des auditeurs qui utilisent Internet Explorer, hein, je sais pas. 6. Oui, enfin on les perd, là on vient de les perdre, hein, mais il doit en rester quelques-uns. En effet, 6, pourquoi 6 ils utilisent le 6. Ah oui, le 6 qui était le meilleur. Qui était sans doute le meilleur, effectivement. Le meilleur des versions. Le problème, et je me permets une mini-anecdote sur le Internet Explorer, c'est qu'effectivement ici, il pousse beaucoup toutes les entreprises pour abandonner toutes ces vieilles versions. Et pas que les particuliers, parce que les particuliers ils savent plus facilement forcer les mises à jour d'une certaine manière, mais les entreprises ont souvent tendance à rester sur des vieilles versions parce qu'ils ont beaucoup de trucs développés en interne qui savent pas migrer ou qui leur coûtent trop cher à migrer. Ou le coût d'une migration, quand tu commences à avoir t'as plus de 300, 400 ou 500 postes de travail, cette migration a un coût, il faut pas se planter, voilà. Il faut pas faire d'erreur. Et donc, ils poussent toutes les boîtes à dire ok, voilà, 8, 9, 10, t'as plus le choix, on s'en fout, on fait plus de mise à jour. Donc, s'il y a une faille, un virus, un machin, c'est pour ta pomme et nous, on veut plus rien y faire. Et donc, c'est une assez bonne nouvelle parce que moi, je me souviens donc, de cette anecdote, une entreprise informatique qui commençait par un I et qui termine par un M en 3 lettres. Et donc c'est une personne qui travaillait chez cette société et on était déjà à Internet Explorer 9 à l'époque, je pense, avec je ne sais combien d'autres navigateurs bien plus performants, et le gars me disait mais non, mon script doit tourner sur Internet Explorer 6 parce que de toute façon c'est le nouveau, parce qu'on vient de m'installer un nouveau PC et il est dessus. Donc c'est le dernier Internet Explorer. Non, c'est pas le dernier. Il y en a plein d'autres, mais ta boîte ne veut que ça. Oui, c'est souvent le cas dans un écosystème professionnel. Toi, tu connais ça aussi, hein, Xavier. C'est très compliqué de faire bouger les lignes dès le moment où on est rentré dans l'écosystème, quel que soit l'écosystème d'ailleurs. Hein, mais là, en l'occurrence, Microsoft est quand même très très présent, de faire bouger les lignes parce que effectivement, on ne voudrait pas avoir un réseau un petit peu particulier avec des exceptions et des choses qui seraient difficiles à gérer, qui auraient un coût également peut-être en personnel à gérer. On voit la difficulté par exemple de faire rentrer le logiciel libre dans les entreprises privées. Dans le public, il me semble que ça bouge un petit peu, qu'il y a des possibilités. En tout cas en Belgique, il y a certains ministères qui vont volontiers vers le logiciel libre, me suis-je laissé dire. Mais du Apple par exemple, ça c'est hors de question, quoi. Voilà. Mais si je peux, avant que tu clôtures mon sujet, c'est que j'ai quand même l'impression que moi cette année-ci, si je vais refaire les prédictions pour 2016, va être compliqué pour les développeurs web, en entreprise en tout cas, parce que au niveau entreprise, on a perdu ActiveX, on a perdu Flash.
on perd Java cette année-ci sur la majorité des navigateurs de Firefox, Chrome et y compris Microsoft Edge. Ouais. Et maintenant, ils perdent aussi tous ces vieux navigateurs 8, 9, 10 sur lesquels ils reposaient encore pour certains une partie de leur infrastructure. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de développement à refaire cette année-ci au niveau de... Pour la gestion du passif, je suis d'accord avec toi, mais maintenant pour les nouveaux développements, ça va mettre les choses à plat, quoi. C'est mieux, mais il y a énormément de passifs. Hein. Ouais. Il y a encore du COBOL qui fonctionne dans nos banques. Hein, donc, c'est vrai. Eh bien... Voilà. Bref, le temps passe aussi pour ce podcast, donc on va accélérer un tout petit peu. Mais effectivement, si vous, de votre côté, vous avez des expériences de ce type-là, n'hésitez pas à nous les relayer, parce que ça nous intéresse aussi. C'est pas juste pour se moquer, mais de voir les raisons pour lesquelles certaines solutions qu'on trouve obsolètes sont toujours d'application dans certains cas. Ça peut avoir des explications, enfin ça peut donner des explications intéressantes. On va du côté de chez où je suis. Ah, attends, on est qu'à la lettre N. Je pense que notre jogger va encore un peu courir. N comme Netflix, Xav. Il est possible d'accéder au catalogue complet de Netflix. Explique-nous ça un petit peu. Voilà, donc Netflix qu'on ne présente plus. Tout le monde sait que le catalogue varie de pays en pays. C'est lié principalement à des questions de droit. Donc certains, par exemple en Belgique, il y a certaines chaînes qui obtiennent des droits de diffusion de certains films avant d'autres chaînes, et donc Netflix ne peut pas diffuser certains films avant que ces chaînes les aient diffusés. C'est comme ça qu'on se retrouve parfois avec des séries ou des films qui ne sont pas disponibles dans certains pays. Et pour contourner ça, plusieurs personnes utilisent par exemple un VPN, donc pour avoir une IP dans un autre pays, ou des systèmes qui changent les DNS pour aller récupérer les sites via d'autres serveurs. Mais maintenant, il y a une application qui est sortie qui s'appelle Smartflix, qui reste encore un petit peu dans un flou juridique. Netflix ne se prononce pas trop, mais qui permet d'aller consulter l'ensemble des serveurs de Netflix partout dans le monde, et de se connecter et avec un seul compte. Voilà. Donc la seule chose, c'est qu'il faut renseigner ses identifiants et mots de passe de son compte Netflix. On va se connecter non plus dans Netflix, mais via l'application Smartflix, et on va avoir du coup accès au catalogue complet en utilisant les serveurs de Netflix. Donc en termes de qualité, etc., c'est vraiment très similaire. Et on n'a plus besoin d'utiliser un VPN, dont certains sont parfois fortement déconseillés. Et ça permet d'avoir... Donc ça pourrait accélérer fortement aussi l'entrée de Netflix dans les foyers, puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas encore prêtes à payer pour Netflix parce que le catalogue n'est pas encore aussi complet que ce qu'ils espéraient. Oui. Surtout ça dépend des langues aussi. Il y a des choses qui ne sont pas encore traduites, ou qui ne sont pas encore sous-titrées, ou qui ne sont pas encore à disposition. Et ça, c'est un frein évidemment au développement, puisque les produits, en tout cas le catalogue est essentiellement anglo-saxon. Quoi. Mais ça pose un problème quand même en termes de financement, etc., puisqu'il va y avoir des acteurs qui vont être pénalisés par ça. Je pense par exemple à Canal+, des sociétés comme ça, qui payent pour avoir la primeur et qui ne l'auront indirectement plus. On l'a déjà dit ici, c'est de moins en moins évident de ce côté-là, au niveau de la gestion des droits, etc. On est dans un monde, il n'y a plus de frontières quelque part, et ça pose un tas de problèmes, pas que pour les médias d'ailleurs, pour d'autres distributions également. On se rappelle de la belle époque des importateurs exclusifs qui avaient pignon sur rue dans chaque pays, ou dans chaque ville, ou dans chaque partie du monde, et ne pouvaient, ils étaient le passage obligé. Aujourd'hui, on achète en direct, que ce soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. Tout ça n'existe plus. C'est un petit peu la même chose. Chacun se sert à la source, et ça, il va falloir aussi le gérer pratiquement. On reste d'ailleurs, parce qu'il est aussi question d'accéder à des catégories cachées. Ça, c'est encore autre chose Tout à fait. Donc, on reste dans Netflix. Donc, aujourd'hui, quand vous utilisez l'application Netflix sur un ordinateur, vous avez accès à quelques catégories du style les films, les séries et une ou deux autres petites catégories. Quand vous êtes sur une application mobile, vous allez avoir une dizaine de catégories, mais il y a un blog spécialisé qui s'appelle What's on Netflix, qui a trouvé un moyen d'accéder à
des dizaines, voire une centaine de catégories cachées. Donc il ne s'agit pas de hacking, mais c'est simplement un moyen de trier vos films sur base de catégories qui vous plairaient, du style je veux voir tous les films d'action, je veux voir tous les films qui sont originaires de tel pays, je veux voir tous les films... Et ce sont des catégories qui, elles, ne sont pas utilisées dans l'application habituelle. Qui ne sont pas accessibles, mais en fait, chaque film est tagué, entre guillemets, avec une catégorie qui permet de faire des recherches parfois. Et ici, on va pouvoir vraiment trier ces films par catégorie. Alors, comment est-ce que ça se passe? On va simplement rajouter des informations dans l'URL. Donc, par exemple, si vous faites le test, donc j'ai l'info sur le site. Il faut faire passer une variable dans l'URL. Voilà, donc le site Geeko a référencé, vous allez pouvoir, via le lien qu'on a référencé, ils ont référencé une bonne partie des catégories qui sont disponibles, voire toutes. Et il vous suffit d'entrer une URL, par exemple, comme http://netflix.com/browse/genre/262 pour voir tous les films avec des productions belges. D'accord. Donc chaque catégorie a un numéro et vous allez pouvoir trier plus facilement comme ça. C'est bien vu, ça a été bien repéré, ça peut rendre service éventuellement. Bon, c'est pas très user-friendly, quoi, mais... Non, mais disons, voilà, les gens qui sont passionnés de documentaires dans un style particulier, ils retiennent cette catégorie, ils se font un petit lien dans les favoris et ils ont accès directement. Pas bête, voilà. Il y a des documentaires de Marc Dorcel? Est-ce que... Attends, on regarde... Non, je ne suis pas abonné Netflix, donc je ne sais pas. Et Geeko n'a pas fait le boulot confortablement. On vous met évidemment le lien à côté de l'article. C'est dans le blog lestechno.be. Merci à Geeko pour l'info. Et merci à Geeko pour l'info, relayé d'ailleurs sans doute aussi. Mais bon, ça... Tant mieux, l'info reste bonne, hein, c'est pas... ne la jetez pas. Ça vient du blog What's on Netflix. Voilà. Quoi d'autre sinon? On passe à la lettre S comme social, Seb. S comme Seb aussi. Twitter embarque Periscope dans les tweets maintenant. Voilà, on peut passer au S comme... On peut passer à la lettre S comme... Oui. C'est quasi tout, mais il fallait le dire. Maintenant, Periscope, pour ceux qui ne savent pas, petite vidéo, machin, live, tout ça. Maintenant, plutôt que de te cantonner à l'application Periscope, tu vas pouvoir le mettre au niveau de ton fil de Twitter directement. Pour aller évidemment attirer plus de gens et pour faire développer l'utilisation de cette fonctionnalité par tous ceux qui étaient déjà sur Twitter. C'est une réaction aussi au principe du live sur Facebook, hein, parce que certains comptent, pas tout le monde, hein, mais sur Facebook il est maintenant possible aussi de diffuser en direct via un feed. YouTube, hein. Et donc voilà, c'est une réaction et ça se justifie complètement, hein, ceci dit. Et maintenant, à partir du moment où ils font ça, à quel point est-ce que l'application Periscope a encore une utilisation à long terme, ou est-ce qu'elle va disparaître? Moi j'ai l'impression moi je pense qu'elle a un réel intérêt, cette application. Pas plus tard qu'au 31 décembre, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu cet épisode un petit peu très particulier où on faisait la fête un petit peu de partout dans le monde et il y avait cet incendie dans un hôtel, j'ai oublié le nom de la ville maintenant, Dubaï. C'était pas à Dubaï, bref il y avait un incendie et il y a un gars qui l'a, je sais pas comment on dit, périscopé l'incendie. Les serveurs ont bien tenu la charge, on va dire, parce qu'il y a eu un paquet de monde qui s'est connecté et les chaînes de télévision étrangères en premier sur ce flux qui était à disposition. C'était à Dubaï, effectivement. Mais qu'on ne se méprenne pas, hein. J'ai pas dit que Periscope était mort. J'ai dit que l'application Periscope l'application peut-être mourir au profit de Twitter, qui allait réincorporer toute la fonctionnalité. Et ils n'ont pas racheté Periscope. Twitter. Ça fait partie de Twitter. Okay. Et de la même manière que l'ex-fondateur de Twitter qui est revenu dans Twitter en 2015, je trouve, on en a parlé déjà fin 2015, il est en train de bien tailler ses outils pour remettre Twitter à flot. Maintenant, c'est pas encore avec ça que demain il est en train d'être bankable, hein, donc pour le moment Twitter perd de l'argent. Mais peut-être qu'avec Periscope, il y a quelque chose à faire d'un point de vue commercial qui n'arrivait pas à monétiser au niveau des flux Twitter, peut-être. Ouais.
C'est encore une fois une affaire à suivre, mais de très près, parce que c'est vrai que il se passe des trucs du côté de chez Twitter. Alors ça passera ou ça cassera, mais c'est pour 2016 en tout cas. Ils partent un peu de tous les côtés pour essayer de monétiser ça. Ah bah oui, il serait temps, hein, c'est clair. Mais pour le moment, je trouve qu'il est quand même assez cohérent. Oui, tout ça va dans un sens tout à fait logique, oui, bien sûr. On reste à la lettre S, mais comme Skype cette fois, Xavier. Skype qui rend maintenant la traduction disponible sur Windows. Alors ça, c'est une chose dont on avait déjà parlé ici. Je me rappelle, c'était avec Benoît, si je me rappelle bien. Non, c'était moi. Ou toi. Enfin bref, il faut que plusieurs reprises, parce que c'était un petit peu le... Une fois avec Marc aussi. Ouais, enfin tout le monde avait donné son avis sur la question. C'était l'idée donc de faire un petit peu à l'instar de ce que fait YouTube. C'est de sous-titrer les langues étrangères, mais en temps réel sur Skype, et là maintenant apparemment ça commence à être disponible sous Windows. Voilà, donc c'était déjà disponible en bêta sur certaines plateformes. Maintenant, si vous faites la mise à jour de Skype, automatiquement sur Windows, vous allez avoir disponible une petite icône avec la map monde en haut à droite sur votre page Skype. On la montre à l'écran pour le moment pour ceux qui nous regardent. Et vous allez pouvoir avoir la traduction en temps réel. Donc si vous communiquez avec quelqu'un à l'étranger ou qui parle une autre langue, eh bien automatiquement vous aurez un interprète gratuit à disposition. Alors cette interprétation, c'est pas sous forme d'un sous-titre, c'est dans la boîte de dialogue en fait, dans la boîte de chat que cette traduction va s'afficher. Ouais. Donc effectivement, on va avoir les phrases qui vont se répéter à l'écran sur ce que vous dites, mais dans la langue. Alors nous, on l'a pas encore testé ici parce qu'on fait toujours très attention avant de faire une mise à jour d'une application qui est utilisée pour le podcast, pour pas mettre justement les enregistrements à mal. En général, on fait ce genre de choses quand on sait qu'on a une période un peu d'accalmie. Donc on va le faire prochainement et on pourra comme ça traduire ce que dit Sébastien quand on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Et puis on fera notre script à l'avance pour être sûr que les traductions sont bonnes. Oui, c'est ça. Je vais te dire tout de suite, ne fais pas encore la mise à jour parce que je l'ai faite et honnêtement, à chaque fois que je sors de mise en veille, Skype s'éclate comme une merde. Voilà, c'est ça. Et tu frises aussi régulièrement, je tiens à te le dire. Oui. Et pourtant, j'ai quand même un débit sur ma ligne assez incroyable et tout le monde est en train de faire dodo. Et voilà, donc c'est vraiment l'application Skype qui pose problème. Ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire qu'ils ont réussi un beaucoup, puisqu'ils ont augmenté de 400% depuis le lancement le nombre de communications, ce qui est quand même... Voilà. Mais ceci dit, l'application... C'est pour ça que je frise. C'est pour ça. Mais ça c'est génial parce que ça va ouvrir des frontières extraordinaires, ce truc-là. Weblift. Mais on apprend par exemple que le plus grand nombre d'appels internationaux se fait entre l'Allemagne et le Ghana. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. On passe à la lettre P et on va tout doucement terminer cet épisode. Je regarde le chrono, mais je pense qu'il y a encore de quoi faire un petit tour du bloc en jogging, un petit tour du pâté de maison. Non, c'est le meilleur moment. Mais c'est le meilleur moment, donc on va peut-être un petit peu se calmer, courir un petit peu moins vite. C'est P comme... alors je sais pas pour qui prône, mais c'est porn. Oui, mais si je mets porn, on va être censuré. Oui, c'est vrai aussi. Donc c'est le W aussi, c'est le what the fuck de la semaine, Seb. Nvidia qui accuse Apple d'un bug dans le mode incognito. Le mode incognito. Dans la mode. Dans le mode incognito. C'est un monde. Mais c'est un monde aussi. Ouais. Marc, dans lequel tu trouves plein de choses, des univers intéressants, des gens qui jouent, des madames, beaucoup de madames. Et donc le mode incognito, pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce mode incognito, c'est donc une petite icône sur votre navigateur Chrome qui vous permet d'aller surfer sur des sites à images, des sites avec je ne sais pas, des animaux qui dansent, qui chantent, etc. Et que surtout votre maman qui repasse après vous ne sache pas que vous aviez été regarder des animaux en train de s'accoupler dans la prairie. Des licornes surtout. Des licornes et des choses et d'autres. Et donc, il se fait que malheureusement, quand vous avez été voir ces animaux s'accoupler dans la prairie sur un MacBook, voilà, que vous aviez une pomme et que la pomme n'est pas tombée, mais que après avoir joué avec ces animaux, vous lancez Diablo. Oui. Eh bien, quand vous aurez lancé Diablo, et même si ce n'est pas vous, mais que c'est votre petit frère qui joue à Diablo, votre maman va se retrouver avec les images de ces animaux en train de copuler. Et donc, c'est pas bon.
Non. Donc si tu résumais, parce que tu m'as perdu avec les animaux. Tu as compris. Donc en fait, quand tu vas voir les sites de cul, même si quand tu es en mode incognito, voilà, ça reste en mémoire sur la carte graphique, et quand tu lances un jeu par la suite qui va rechercher donc, tes infos sur la carte graphique, il se fait que c'est l'embardé, le cache, il reprend le buffer et tu te reprends l'image de ton site de cul d'il y a des heures sur ton écran. Donc ça pose quelques problèmes. Donc c'est un gars qui a découvert ça, de l'université de Toronto, et il se dit ouais mais attends, d'abord il a dû avouer publiquement qu'il allait voir des sites de cul et qu'il jouait à Diablo, hein, donc je sais pas lequel était le pire. Et donc il dit il y a un problème, et Nvidia a tout de suite répondu, ils disent hop, c'est pas la faute du driver, c'est la faute la manière dont l'OS gère sa mémoire et gère le truc, et donc c'est la faute à Apple, il ne vide pas après que l'application ait été fermée, et donc comme il ne vide pas le buffer, ça reste pour le suivant qui arrive, et le suivant qui arrive reprend la dernière image. Si ça se trouve, c'est un bug qui est connu depuis très longtemps, mais que personne n'ose déclarer. C'est ça. Et alors, donc ça, c'était la partie drôle. Ce qui est la partie beaucoup moins drôle du coup, c'est que cet étudiant a été étudiant ou chercheur, je sais plus d'ailleurs. Non, c'est un ingénieur, un étudiant qui il a poussé le vice un peu plus loin en disant bon, ok, si moi, en lançant Diablo, je vois une image de cul, qu'est-ce que je peux aller chercher comme information sur cette machine qui est stockée et qui reste en cache, quoi. Et il a réussi à aller récupérer une page de son navigateur, c'était sur Reddit ou un autre site, et il dit, et pixel par pixel, tout y était encore, et c'était une page qui avait été vue 4 heures avant sur cette machine. D'accord. Ce qui sous-entend que, attention, il y a un problème de sécurité, parce qu'en simple mode utilisateur, il dit, tu peux aller voir par hasard tout ce qui est dans le buffer qui a été fait avant, et donc y compris des choses sensibles. Sur la machine par d'autres utilisateurs, t'as pas besoin d'un exploit root, t'as pas besoin d'un machin, donc c'est assez problématique. Enfin, vous aurez compris pourquoi, vu la nature de cette information, nous ne l'avons pas mis à la lettre A comme Apple, mais à la fin du podcast, je pense que on aurait même pu le mettre à la lettre N s'il y avait eu d'autres lettres. Mais non, c'est en lettre Q. Mais voilà, en l'occurrence. Bon, ça c'était le premier effet qui se coule, mais il y a One More Thing. La réalité virtuelle, on en a beaucoup parlé avec le CES récemment d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de produits liés à la VR, ce qu'on appelle la VR. C'est très en vogue, c'est de plus en plus en vogue dans le milieu, on va dire, adulte, à tel point que ça pourrait vraiment être la rampe de lancement, si l'expression est correcte. C'est pour ceux qui jouent à Diablo. Par exemple, tout à fait. Des lunettes de réalité virtuelle, Seb. Alors, ça pourrait l'être, sauf pour quelques-uns comme Sony, qui malheureusement, eux, c'est lié à la PlayStation, et sur la PlayStation, ça va être difficile de foutre du cul, oui, faut être honnête. Faut être honnête, ouais. Voilà, ça va pas être facile. Par contre, sur d'autres plateformes... Oculus Rift, par exemple. Oculus, qui est déjà une partie de son nom qui en dit long. C'est prédestiné, hein. Oculus et Oculus. Oculus et Omido. Omido, c'est un autre que je ne connaissais pas trop, mais voilà, un autre truc. Eh bien, il se fait qu'ils ont une certaine, pour le moment, un certain succès grâce au site de Q. Et tu vas dire comment est-ce qu'on le sait? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont partagé les statistiques de référents. Donc le référent, c'est quand vous allez sur un site, vous le cliquez sur le lien, et l'autre, le site sur lequel vous allez, c'est d'où vous venez. Oui. C'est envoyé par le navigateur. Comme ça, on peut traquer, faire des statistiques et voir qu'il y a quelqu'un qui parle de vous. Eh bien, il se fait que si on prend Oculus, 2,7% des visiteurs proviennent de sites de cul. D'accord. Donc 3% des gars de sites de cul pour Oculus, ce qui est quand même pas mal parce qu'Oculus est extrêmement connu. Et Omido, qui est un petit peu moins connu, 51,4% de ses visiteurs viennent de sites de cul. Il fallait bien essayer, hein. Voilà. Ils savent vous placer la pub. Oui, exactement. Mais en même temps, ça me semble assez logique. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça fait partie
c'est une application technologique comme une autre. Rappelons quand même que ce sont ces sites-là qui ont développé la vidéo en marge de ce que faisait YouTube et qui ont été même beaucoup plus loin très rapidement avec la vidéo en ligne. Voilà, ils ont des moyens que d'autres n'ont pas et ils les mettent à profit. Oui, ils ont des moyens et puis c'est un secteur où tu dois toujours être un peu à la pointe de l'innovation parce que les gens ont envie de nouveautés, ils en ont marre de voir des VHS maintenant. Oui. La VHS de Marc Dorcel qui était dans mon salon, elle est usée, donc faut changer. J'imagine bien, Et tu as testé l'Oculus? Même pas encore. J'ai pas testé l'Oculus, mais j'ai testé le Gear VR. Et alors, si on en fera un hors-série, parce que ça vaut la peine. Et j'ai téléchargé des vidéos, il fallait tester, quoi. Voilà, donc pour la première fois, je serai obligé de mettre cocher la petite case chez YouTube et chez Apple pour dire que voilà, pour les enfants, c'est pas... Voilà. Ne le faites pas chez vous, comme on dit dans ces cas-là. Je pense qu'on a fait le tour de la question pour cette semaine. C'est le 63e épisode que nous venons de conclure avec, de ce côté-ci, Xavier. Merci Xavier. Merci également à Sébastien. Et on se retrouve très prochainement avec du hors-série et d'autres choses également. À très bientôt. Au revoir.